Donc, je vous propose sans plus attendre de commencer. Je suis Vincent Frolichère, directeur général de l'ADIRA. Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter ce matin, donc je serai très bref. Simplement, au nom de l'équipe de l'ADIRA, vous remercier toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce moment d'échange autour d'un thème éminemment important, évidemment, qui est celui de la décarbonation et autour d'un témoin, d'un intervenant extrêmement qualifié qui est Frédéric Fournet, que je remercie évidemment sincèrement de nous accorder un peu de son temps précieux sur ce sujet. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Bon Teams, on est parti pour 1 heure environ, c'est ce qui était convenu. Et je passe la parole à Alexandre Rigaud qui nous présente la suite des opérations. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en relais, juste quelques instants pour donner, vous préciser le déroulé de cette matinée. Donc, vous dire en fait qu'on venait de démarrer l'enregistrement de ce webinaire. Donc, on vous enverra le lien pour retrouver ce webinaire sur YouTube dans un second temps. On a un format d'1 heure, donc qui va se dérouler en 3 étapes. La première étape, donc, dans quelques secondes, ce sera une étape consacrée en fait à la présentation des enjeux en fait de la décarbonation dans l'industrie que nous présentera Frédéric. On aura une deuxième étape qui sera consacrée à un échange autour de 3 questions que je poserai donc à Frédéric pour évoquer quelques projets concrets de développement dans la décarbonation. Et on aura un quart d'heure avant la fin, donc, qui sera consacré à la traditionnelle tournée des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous noter les questions. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à laisser des messages également. On les surveillera en ligne en continu. Et puis, je passe le micro et le relais sans plus attendre à Frédéric pour cette première partie de mise en perspective des enjeux de la décarbonation. Merci à vous. Frédéric, c'est à toi. Merci Alexandre. Je voudrais juste checker si globalement vous m'entendez correctement. Comme j'expliquais à Alexandre, on a parfois sur le site quelques petits problèmes de bande passante. On a de plus en plus d'utilisateurs, donc ça a l'air de fonctionner. Donc bien sûr, C'est bonjour à parfait. tous. Ok, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci à Vincent, merci à Alexandre, merci à Amandine de me donner l'opportunité de parler, d'échanger. En tout cas, c'est le souhait qu'on s'est donné, hein, d'échanger autour de la décarbonation. Effectivement, en tant que, voilà, que directeur général de Alsa Chimie, je présenterai un petit peu l'entreprise. On est forcément concerné et ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était provoquer des échanges entre nous au travers de, je dirais, des enjeux de la décarbonation, pas complètement dans toute l'industrie, Alexandre, on va plutôt parler d'industrie de la chimie. Et puis après, on fera un focus effectivement autour de Alsa Chimie et de la zone d'activité de Chalampé-Haute-Marsheim, Bensenheim, puisqu'on y verra qu'il y a des enjeux importants et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir échanger autour de ça. J'espère surtout que je vais vous intéresser. Voilà, ma grosse angoisse ce matin, c'est que finalement, tout ce que je vous raconte, ça ne vous intéresse pas vraiment. Donc, j'espère en tout cas partager cette expérience et pouvoir vous intéresser. C'est le vœu qu'on s'est donné à Alexandre et c'est la raison pour laquelle moi, je vais présenter une petite, je vais vous faire une petite présentation introductive avec quelques chiffres, et puis ensuite, on passera à un jeu de questions-réponses qui sera, j'espère, voilà, plus vivant. C'est ça l'objectif. Alors, pour ça, je vais partager mon écran. Donc, ça fonctionnait tout à l'heure, donc j'espère que ça va fonctionner aujourd'hui. Enfin, maintenant, je veux dire. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, super. Est-ce que vous avez... attendez, je vais passer en plein écran. Est-ce que vous le voyez en plein écran comme ça? Donc normalement, c'est un slide d'Azachimi parlons décarbonation. Oui, c'est bon pour nous. C'est ce que vous voyez. Donc du coup, bon voilà, avec ce système, je n'ai plus la visu sur la feuille Teams, Alexandre. Donc voilà, si jamais il y a des questions ou, voilà, ou des interventions, je ne peux pas interagir directement, il faudra que tu me préviennes. Pas de problème. Voilà, donc
Avant de rentrer dans le vif du sujet de la décarbonation, je voulais quand même vous présenter Alsa Chimie et vous verrez, c'est compliqué de présenter Alsa Chimie sans présenter les partenaires sur la plateforme parce que ça forme un tout. Certains, je pense, sont autour de la call, hein, donc pardon d'avance si je parle un petit peu d'eux. Ce sera en des termes très positifs en tout cas. Voilà. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler que nous sommes effectivement partenaires de la marque Alsace et labellisés Alsace Excellence. J'en profite pour faire la promotion du programme et la promotion du référentiel. On a d'autres référentiels en tant qu'entreprise, bien sûr, mais on a vu dans ce référentiel voilà, un référentiel à la fois cohérent avec les autres, utile, simple d'utilisation et à chaque fois nous donnant des leviers de progression, voilà, en termes d'exigence, non pas réglementaire, mais volontaire. Donc voilà, je sais que d'autres autour du téléphone sont membres de la marque Alsace aussi et sont labellisés Alsace Excellence, mais je voulais en saisir l'opportunité pour faire cette promotion. On est très fiers d'avoir été labellisés et très heureux de poursuivre cette labellisation en tant qu'outil de progrès. Et puis, pour faire... Frédéric, pardonne-moi, juste une question Oui. technique. En fait, ta présentation apparaît, il faudrait, la projection fait apparaître le slide suivant, en fait. Il faudrait que Ah tu... oui, oui, alors je vais essayer de dupliquer. Vous me dites si ça fonctionne. Ouais, Ça fonctionne? Vous l'avez en on plein est, écran ou pas? alors là, on est, voilà, Là, on alors n'a là, plus rien. là, on a la présentation sans diaporama. Et tout à l'heure, on avait la présentation avec le slide d'après. Il faudrait décocher l'option Ouais, c'est partage. ce que j'ai essayé de faire. Comme ça? Alors, on est toujours sur la présentation sans diapo. Attends, pour moi, là, pardon, je vais tenter de revenir. Je vais arrêter le partage et repartager. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai arrêté le partage. Vous ne pouvez plus voir le partage normalement. Non, c'est bon, ouais. Laissez-moi repartager. On est comment là? Alors, c'est toujours la présentation sans diaporama, hein. C'est le mode travail, en fait. Oui, il faut repasser en plein écran là en bas. Voilà. Ouais, Ouais, là, ouais, c'est c'est ce ça. que j'essaie de faire. Voilà. Et ensuite, dans paramètres d'affichage là-haut. Dupliquer, hein. C'est ce que j'essaye de faire, Ah, mais bah zut. Qu'est-ce qu'il veut pas? ça fonctionne pas. Non, visiblement. Alors, Quelqu'un dit il faut se mettre en diaporama. ouais. Ah ben, c'est Christophe de Strasbourg-Evans que nous saluons. Ah, c'est basculé, donc dupliqué. Réessaye pour voir la dernière manip. Là, vous êtes comment là? Là, c'est pas en diapo, là, hein. Ah, Bon, sinon, attendez, je vais faire autrement. Bougez pas. Je vais ramener ça ici. On devrait y arriver. J'arrête le partage. Je repartage. vous voulez pas qu'on continue, c'est lisible quand même. Ah. Et là, c'est comment? Bon, on a toujours les deux diapos, hein, mais sinon, Bon, c'est juste dommage que ça Dupliquer. fonctionne pas. Dupliquer. Si je duplique là, non, là, on n'a plus rien. Bon, je c'est pas... repartage en dupliqué. Attendez. Je me donne une dernière chance, hein. Ouais. Parfait. Là, c'est Nickel. bon. Voilà. Ne touchez plus à rien. Bon, je touche plus à rien. Désolé de ce contretemps. Oui, je voulais juste rappeler que nous sommes également voilà, partenaires du volley Mulhouse-Alsace, hein, équipe de volleyball féminine.
Voilà, ce qui nous permet à la fois d'avoir un partenariat qui nous permet de faire le parallèle entre entreprise et le sport, et puis aussi le clin d'œil qui n'est pas qu'un clin d'œil de soutenir une équipe performante féminine. Et puis, je sais aussi que d'autres collègues autour du téléphone sont partenaires. Et puis, rappeler simplement qu'on a un titre à aller chercher à la fin de la saison et qu'on vit ça avec beaucoup de passion et d'ardeur et d'encouragement. Voilà, c'était pour le clin d'œil qui, du coup, était un petit peu long. Désolé de ce contretemps. Je vous présente rapidement la plateforme, hein, parce que si on vous donne pas, enfin si je vous donne pas de chiffres, c'est un petit peu compliqué. Donc, elle est située sur le territoire de Alsace-Chimie, de Chalampé, Banzenheim, Mottmarsheim. Donc, Alsace Chimie, c'est le descendant de l'entreprise Rhône-Poulenc il y a un peu moins de 70 ans, qui est devenu ensuite Rhodia, puis Solvay. Solvay s'est séparé de ses activités polyamides et les activités de Solvay sur sur la plateforme ont pris la forme désormais d'une co-entreprise, donc entre BASF et Domo, qui est une SAS française, une entreprise de taille intermédiaire, 650 salariés, détenue donc à 51% par BASF, 49% par Domo. Donc BASF est notre actionnaire majoritaire, un grand groupe mondial. Et en fait, on a deux principaux objets dans nos statuts. Le premier, qui est mentionné sur la droite du transparence, c'est de produire effectivement pour le compte de nos actionnaires des intermédiaires du polyamide 6,6, donc voilà, on va dire un produit de spécialité qui a beaucoup d'applications dans l'industrie automobile d'une manière générale et dans les biens de consommation, qui est, on va dire, un polymère de spécialité intermédiaire entre voilà, je dirais des plastiques un petit peu plus basiques que sont le polyéthylène, le PVC par exemple, et des polymères fluorés qui, eux, trouvent des applications beaucoup plus hautes valeur ajoutée dans l'aéronautique ou dans l'espace aérien. Voilà, donc nous sommes sur des productions d'intermédiaires, de produits de spécialité, et vous le verrez qui contribuent eux-mêmes à la décarbonation de nos activités. Donc c'est important et c'est un petit peu je ferai le parallèle avec la chimie un petit peu plus tard. Et puis on a une deuxième fonction qui est une fonction de service, puisque nous sommes propriétaires et nous gérons une plateforme industrielle avec un concept qui s'appelle We Europe by Alsace Chimie, qui est une marque, hein, qui n'est pas une entreprise, qui permet effectivement de créer sur la plateforme un écosystème que j'espère performant, et également pouvoir effectivement profiter des synergies via effectivement des propositions de services à la plateforme, des services par exemple d'accueil, réception, services pompiers, maintenance, logistique et bien d'autres. Voilà. Présenter notre activité sans citer le deuxième acteur très important sur cette plateforme qui est Butachimie, ce n'est pas possible. C'est pour ça que voilà, je fais cette présentation en présentant rapidement nos activités Alsace Chimie et Butachimie, notre partenaire majeur sur la plateforme. Et nous sommes voilà, le premier site, et un site assez unique en Europe de production d'intermédiaires du polyamide, avec les chiffres clés que vous pouvez lire, que je vous laisse découvrir. Dire que nous sommes quand même, voilà, on n'est pas dans la chimie de base, mais on est quand même dans la chimie des grands intermédiaires. Et nous vivons un petit peu cette situation paradoxale d'avoir, mais qui nous plaît et qui est pour nous un beau challenge et un beau défi, d'avoir à la fois voilà, des niveaux de production importants. On manipule environ 2 millions de tonnes entre les intrants, les matières premières et les produits finis. Donc voilà, ce sont des gros volumes, une activité très capitalistique. Et d'un autre côté, de produire in fine au bout de la chaîne de valeur le sel de nylon qui est le précurseur du polymère, et qui est un produit voilà, de très grande pureté chimique et qui va considérablement influencer dont la qualité va forcément et grandement influencer la qualité du polymère en aval.
Et voilà, on a des spécifications qui sont bien en deçà, enfin bien au-delà en matière de qualité et de pureté, par exemple de certains produits de la pharmacie. Donc à la fois, voilà, un produit de spécialité avec une grande importance consacrée à la qualité du produit et d'un autre côté, une activité très capitalistique avec des gros volumes. Voilà, c'est quand même la caractéristique de cette plateforme et il est important que vous en soyez bien informés. Quelques chiffres voilà, qui sont la somme de Alsa-Chimie et Butachimie. Alors, si je présente ces chiffres, ce n'est pas entre guillemets pour, voilà, pour montrer combien nous sommes importants et combien la taille de notre plateforme est importante, mais c'est juste pour voilà, vous donner des ordres de grandeur de notre activité. Donc, vous avez sur le premier bloc ici, enfin, on ne voit pas ma souris, ici on doit voir ma souris, je pense. Vous avez le nombre de pompes de réacteurs que l'on a. Pour être complètement transparent et exposer les choses de façon très fair, 2 tiers de ces chiffres sont des chiffres qui appartiennent à Butachimie, qui est voilà, une belle installation et qui est effectivement une très grosse unité. Et puis, vous avez aussi en matière d'équipement, électricité, instrumentation, le nombre voilà, de capteurs, de vannes, pardon, de dispositifs voilà, d'automatisme et de sécurité et tous les câbles de connexion, soit je dirais, basse ou enfin faible ou haute intensité qui concerne cette plateforme. Voilà. Et donc là-dessus, on est plutôt effectivement équilibré entre Alsa-Chimie et Butachimie sur ce type d'équipement. Voilà, ce qui nous permet de dire que, et c'est souvent pas très connu, que l'industrie de la chimie est une industrie high-tech et de plus en plus high-tech et qui se tourne effectivement vers l'automatisme et la digitalisation de façon très rapide. Et c'est ce qui nous permet, dans la plupart de nos activités, de maintenir la compétitivité de nos activités, de nos productions dans un monde concurrentiel qui est important. Et puis, on a une grosse activité logistique avec un certain nombre de kilomètres de voies ferrées et puis un certain nombre de stations logistiques. Voilà. Voilà l'environnement dans lequel nous abordons notre feuille de route de décarbonation. C'est important de fixer ces ordres de grandeur. Et je vais dans cette présentation un petit peu jongler entre notre activité et puis l'activité plus générale de la chimie. La chimie, donc, elle a établi sa feuille de route. Ce qui est important de noter, c'est que les activités de la chimie, et notre plateforme en est bien l'illustration, on a une double responsabilité. On est à la fois une industrie plutôt fortement émettrice de CO2 de par nos activités, donc avec la grande responsabilité de réduire nos impacts. Et puis, on est également une industrie qui est, on a l'habitude de dire que la chimie, c'est l'industrie pour l'industrie, qui est voilà, porteur ou porteuse de solutions pour la décarbonation. C'est le cas, par exemple, de notre activité, hein. Le polyamide 6,6 est un polymère de spécialité qui est, par exemple, utilisé pour l'allègement des véhicules, hein, remplacement des pièces métalliques. Il y a de plus en plus de pièces en polyamide 6,6 dans un moteur, que ce soit je dirais, un moteur thermique ou que ce soit les futurs véhicules électriques, hein, dans les piles à combustible et les batteries. Il y a du polyamide dans toute la connectique, dans les pneumatiques, dans les airbags en termes de sécurité, puis pour les biens de consommation, dans tout ce qui est transformateur électrique, disjoncteur, fusible, enfin, etc. Voilà, les résistances de ce polymère de spécialité à la température, sa solidité, sa tenue en température, sa tenue au feu, sa tenue au solvant, en fait un produit de spécialité très utilisé dans toutes les technologies, je dirais high-tech et de décarbonation. Voilà, donc pour bien imager ça, donc la chimie, une double responsabilité et des gros challenges. En tant qu'émetteur de CO2, donc réduire ses impacts,
et puis porteur de solutions. Donc, c'est illustré ici, hein. Donc, là, vous avez les chiffres de la chimie en France pour l'économie. Donc, c'est pas assez su, mais c'est le premier secteur industriel exportateur en 2020, devant l'aéronautique, hein. Donc, voilà, nous étions deuxième, nous sommes passés premiers. Nous allons certainement repasser deuxième après les impacts de la crise Covid, de la crise énergétique. Mais nous sommes parmi les premiers secteurs exportateurs. Vous avez le nombre d'emplois et puis vous avez quelques exemples de solutions pour la décarbonation qui sont cités ici, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. La chimie en soi, elle représente 5% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas rien, c'est pas tout non plus. Environ un quart des émissions de l'industrie, on y verra, on le verra. Voilà, vous avez bien entendu en majorité des émissions qui sont liées à la production de chaleur. Donc ça, c'est important, hein. La chimie, c'est effectivement un mécanisme où on a besoin de la température en tant que catalyseur pour initier nos réactions chimiques. Donc, on a besoin de chauffer nos produits, puis de les refroidir. On a besoin de les purifier par distillation. Donc, on a besoin effectivement d'apporter des calories pour les opérations de distillation. Puis ensuite, bien sûr, il faut condenser ces distillats et les refroidir. Bon, voilà, donc la chimie, c'est beaucoup voilà, de chauffage, refroidissement, et donc pour ça, il nous faut de la production de chaleur en quantité importante. Il y a un point qui est important, c'est que 50% des émissions sont concentrées sur une quinzaine de sites, hein. On va voir la carte, elle est quand même intéressante. Bon, les principales technologies sont mentionnées, hein, Vapocracker. Bon, Vapocracker, c'est pour les grands intrants pour la production navale, l'ammoniac, bien sûr tous les procédés qu'on appelle hypercalo-intensifs, hein, c'est le cas de Chalampé, et puis bien entendu la production d'hydrogène. Bon, pour donner quelques chiffres, hein, s'agissant des vapocrackers, tout ce qui est production par exemple d'éthylène et puis toute la chimie en aval, c'est environ 5 millions de tonnes de CO2 en France par an. L'ammoniac, c'est autour de 2 millions de tonnes. La production de chlore, c'est 0,5 millions de tonnes. Donc, je vais vous montrer la carte. Voilà, si on veut décarboner, il faut s'intéresser aux grands pôles qui doivent être à la fois des pôles qui doivent se décarboner, et on en est un, nous. Et puis, et montrer l'exemple, bien entendu, pour l'ensemble de l'industrie et de la chimie. On mentionne également que 40% de nos émissions sont répartis sur une centaine de sites, hein, qui sont soumis à la réglementation ETS, hein. C'est globalement la réglementation donc, liée au crédit carbone, hein. Donc voilà, à la fois la déclaration de nos émissions et dans certains cas pour bien sûr pouvoir, je dirais, être en compétition de façon rationnelle et fair, avec la concurrence internationale. Certaines de nos activités donnent le droit à des crédits carbone gratuits qui nous permettent effectivement de compenser un certain nombre d'émissions de CO2 que nous déclarons. J'y reviendrai parce que c'est une réglementation qui va se modifier dans les années qui viennent, et pour laquelle, effectivement, ça amène de nouveaux enjeux et une nouvelle situation, un nouvel environnement pour inscrire notre feuille de route de décarbonation. Je vous montre la carte dont je vous ai parlé. Vous êtes peut-être un petit peu impatient pour la connaître. Donc voilà la carte de la chimie en France. Bon, globalement, plus le cercle est important, plus les émissions de CO2 sont fortes, et plus il y a de cercles concentriques, ben, plus il y a d'acteurs importants. Donc vous voyez que les acteurs importants, ils sont pas si nombreux que ça dans la chimie. Il y en a deux dans notre belle région, principalement. Si on s'intéresse aux cercles les plus gros, vous avez la vallée de la Seine, hein, qui est effectivement un émetteur, enfin une activité à forte émission de CO2. On en parlera peut-être, mais eux-mêmes se sont déjà organisés dans une organisation que l'on veut mettre en place chez nous. Vous avez la partie Méditerranée, là, pour faire court, la région de Fos, hein, où vous avez pas mal effectivement d'activités de production voilà, liées au vapocracker et toute l'industrie aval.
Si on fait un focus un petit peu plus sur notre région, vous avez deux pôles voilà, qui se distinguent et sur lesquels la feuille de route est bien enclenchée, hein. Alors, ici, c'est le pôle nancéen avec toute l'activité carbonate de sodium, effectivement une activité qui, par essence même, est fortement émettrice de CO2, puisqu'ils utilisent le CO2 également en tant que matière première. Donc, voilà, ils sont relativement émetteurs. Et puis, vous avez chez nous, on en reparlera plus tard avec Alexandre, voilà, notre plateforme plus tout l'écosystème qui est autour, hein. Voilà, donc je pense que cette carte, elle illustre bien un petit peu où sont les enjeux. Et globalement, ces grands cercles concentriques, ça représente plus de la moitié de nos émissions de CO2 dans la chimie, hein. Voilà. Globalement, dans l'industrie, c'est un peu la même chose, hein. Vous allez retrouver effectivement toute la partie cimenterie, qui sont fortement émetteurs, toute la partie aciérie également, enfin l'acier. Et à partir de là, vous avez les grands pôles qui doivent être à la fois des pôles qui doivent montrer l'exemple et qui vont impacter notre feuille de route de décarbonation. Les enjeux sont importants, comme vous voyez ici, les volumes. Euh, Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la chimie, voilà, là, vous avez la trajectoire de décarbonation de la chimie en France. Donc, on n'a pas rien fait, hein. Je pense qu'il y a des chimistes autour du téléphone. Voilà, on peut être fier de ce qu'on a fait depuis les années 90, hein. On a quand même considérablement réduit par moins 65% nos émissions de CO2. Vous avez les différentes technologies qui ont été appliquées. Et puis, on veut continuer. Donc, voilà, on avait une première feuille de route entre 2015 et 2030 à nouveau moins 36% par rapport à la référence 2015. Et puis, comme vous le savez sans doute, voilà, le gouvernement, le président de la République, a demandé aux grands acteurs voilà, de tout faire pour accélérer cette feuille de route à horizon 2030 pour essayer d'atteindre le seuil de moins 50%. C'est ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on va commenter, ce qu'on va commenter ici. Les grands leviers pour ce faire, hein, vous avez d'abord le meilleur CO2, hein, c'est celui que l'on n'émet pas, hein. Voilà, c'est celui qui permet effectivement de consommer moins d'énergie fossile, hein. C'est tout le volet efficacité énergétique. Dans l'industrie, c'est important. On a déjà fait beaucoup de choses et on peut continuer à faire des choses. J'expliquais que la chimie, c'était un jeu de chauffage, refroidissement. Voilà, on peut encore faire des projets d'intégration énergétique, hein, c'est-à-dire récupérer la chaleur disponible quelque part pour la réinjecter ailleurs et éviter de consommer une énergie primaire. Essayer de recycler les calories que nous émettons voilà, plutôt que de, encore une fois, faire appel à une énergie primaire pour chauffer ou pour distiller nos produits. Voilà, donc là, il y a encore un gisement important. Vous avez tout ce qui est énergie renouvelable, bien sûr, on en parlera. Les grands intrants également renouvelables, hein, voilà, quand on parle des grandes matières, par exemple comme hydrogène ou ammoniac, ben demain, ces matières seront, j'espère, des matières décarbonées. On parlera également captation carbone, je pense, réutilisation du CO2 dans d'autres applications et tout ce qui est e-fuel. Donc ça aussi, ce sont des sujets que l'on a bien en tête. Et puis la partie recyclage. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation de la feuille de route de la chimie en France. Je pense que c'était important de dresser et d'avoir quelques ordres de grandeur et quelques chiffres. Donc, pour résumer, hein, voilà, globalement, une filière chimie qui est complètement empreinte de sa double responsabilité, hein, de à la fois réduire ses impacts et, continuer de croître pour apporter des solutions pour l'industrie aval. Donc ça, c'est important. Une quinzaine de sites qui représentent la moitié de nos émissions, dont nous faisons partie sur la plateforme. Ces sites, vous les avez vus, hein, c'est globalement voilà, la production des grands intrants, éthylène, polyéthylène, PVC, chlore, ammoniac, hydrogène, polyamide. Donc, ils sont soumis c'est un secteur très concurrentiel, donc soumis à forte concurrence hors Europe.
Donc ça, c'est important aussi. Donc on doit, et c'est un message qu'on a porté à nos autorités, on doit à la fois effectivement faire cette route de décarbonation, mais aussi penser à la compétitivité économique de nos activités. Et ça, c'est important. Donc, il faut le faire de façon harmonieuse. Voilà, la décarbonation, ça fait appel à des investissements importants. Et c'est la raison pour laquelle il faut le faire de façon concertée avec nos autorités pour que on ait bien en tête de maintenir la compétitivité de nos activités, hein. Voilà, c'est un enjeu très important. Et à titre personnel, je pense que voilà, on est en train de travailler chacun sur nos feuilles de route, mais la période que l'on vit là entre maintenant et 2025-2030, c'est une période vraiment charnière, hein. Soit on arrive à établir cette feuille de route de façon harmonieuse et on sera là demain pour continuer de développer nos activités, soit c'est plus compliqué et ça peut remettre en cause certaines de nos activités, hein. Voilà. On est dans une période charnière, sans vouloir mettre trop de pression sur le système. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que j'ai parlé de la réglementation ETS, hein, donc sur les crédits carbone, donc c'est en train de changer. Nos crédits carbone, dans le cadre d'une exigence de progrès, voilà, les crédits disponibles sont en train de se réduire, hein, c'est la réglementation européenne qui veut ça. En même temps, se met en place ce qu'on appelle le MACF, hein, c'est-à-dire le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, hein, c'est-à-dire en même temps voilà, que les crédits carbone se réduisent, comptant sur une trajectoire de décarbonation des entreprises. L'idée est de taxer les grands intrants qui ne seraient pas eux-mêmes décarbonés pour continuer d'avoir cet équilibre concurrentiel. Il faut faire attention à ce que ce mécanisme ne conduise pas à des hausses de prix importants qui pourraient remettre en cause toute la chaîne de valeur. Ça, c'est un sujet aussi où on est très vigilant par rapport à ça. Et c'est un enjeu important. Voilà ce que je voulais vous dire sur la chimie. Je vais conclure par quelques chiffres, hein. Donc, en France, voilà, nos émissions de CO2, il faut tout relativiser, hein. C'est environ scope 1 et 2, hein, c'est environ 400 millions de tonnes. C'est ce qu'on émet aujourd'hui. Voilà, pour nous déplacer, nous chauffer, vivre, assurer notre industrie, nos services, etc. L'industrie, c'est 80 millions, donc c'est une part importante de ces 400 millions de tonnes, mais c'est pas la part majoritaire. Le chauffage, le transport sont plus importants que nous. Les 50 sites les plus émissifs, parmi lesquels environ 15 chimistes, c'est un petit peu plus de 43 millions de tonnes. Donc, sur ces sites, on a demandé de faire un effort de 20 millions à horizon 2030. Et puis, chez nous, voilà, si on fait un petit focus sur chez nous, la zone d'activité de Chalampé, Haute-Marsaigne, Chalampé, on en reparlera, c'est environ 1,5 million de tonnes. On voit que sur ces 20 millions de tonnes, on est quand même assez prégnant. Et puis, dans cette zone d'activité, le chiffre de Alsa-Chimie pour 2015, c'est 600 000 tonnes. Voilà, ce qui nous mettait 26e sur les 50, dans le fameux, ce qu'on appelle top 50 des 50 sites les plus émissifs. Nous sommes en 26e position. Voilà, et nous avons une feuille de route pour réduire de moitié ces émissions de CO2 à horizon 2033-2034, ce qui nous permettra de nous placer j'espère, voilà, en position. J'espère qu'on va sortir du top 50 à horizon 2035, bon, sachant que nos pairs vont travailler aussi, hein. Donc voilà, il y a quelque part une boucle vertueuse qui est importante ici. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être été un petit peu long, j'en suis désolé, mais c'est important de replacer tout ça dans le contexte. Et voilà, je voulais vous donner ces quelques chiffres. J'espère qu'ils vous éclairent sur les enjeux. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des remarques ou des questions. Je serais très heureux d'y répondre. Sinon, Alexandre, je peux te redonner le micro. Et bien volontiers. Merci. Ben moi, j'ai pas, pour l'instant, sur le chat, il n'y a pas de réaction, mais n'hésitez pas, hein, à réagir ou à conserver
vos interventions pour la dernière partie du webinaire. Merci Frédéric pour la mise en perspective. Les enjeux, c'est des dimensions, des chiffres assez impressionnants. On n'a pas l'habitude de voir, donc c'est toujours très, très enrichissant. Du coup, effectivement, maintenant, l'idée, c'était peut-être d'évoquer avec toi, en fait, quelques points pratiques, quelques exemples pratiques qui concourent justement à la décarbonation d'un site industriel. Et là, je vais me baser, en fait, pour commencer, sur un fait et un projet qui a été évoqué, mentionné dans la presse l'année dernière, ces derniers mois, d'un projet qui justement se situe sur la plateforme chimique de Chalampé, chez vous, où on a mentionné à plusieurs reprises un projet qui est porté par un groupe allemand qui est le groupe E+T, autour d'un projet de revalorisation de déchets. Alors, c'est peut-être pas la bonne formulation technique ou technologique. Et moi, ce qui m'intéresserait ou ce qui nous intéresserait justement, c'est de voir quelle est en fait la conséquence ou comment on peut utiliser ce type de projet pour contribuer à la décarbonation d'un site industriel, notamment en lien avec vous, puisqu'en fait, ce projet est voisin de votre unité, en fait. Oui, merci Alexandre. Oui, ce projet donc B+T, donc B+T, c'est le nom de la compagnie de la société allemande avec laquelle on a développé un partenariat sur 15 ans. Donc voilà, on s'inscrit dans le temps long. D'une manière générale, si on veut avoir des projets voilà, de décarbonation ou d'amélioration, d'efficacité, je vais expliquer ce projet. Il faut s'inscrire sur le temps long parce que les investissements sont importants. Et voilà, ça suppose effectivement qu'on ait la capacité d'amortir ces investissements sur une période longue. Donc là, on est sur une période de 15 ans de partenariat renouvelable, donc entre 15 et 30 ans. De quoi s'agit-il, je parlais dans mon discours d'introduction d'utiliser soit de l'énergie renouvelable, soit des grands intrants renouvelables, ou considérés comme tels. Et dans ces grands intrants renouvelables, on en cite deux pour la production de chaleur, la biomasse, voilà, qui est un intrant important, qui par définition est biogénique, sauf que la biomasse, ce sont des quantités finies et assez limitées, et il faut également respecter, bien sûr, voilà, on va dire les contraintes voilà, de gestion de nos forêts sur le territoire français. Donc, c'est pour ça que les quantités sont limitées. Et il y a un autre matériau qui est le CSR, qui est effectivement, lui, partiellement renouvelable, qui est le combustible solide de récupération, qui est en fait qui est un matériau qui est constitué par voilà, Alors, au départ, ce sont des déchets qu'on veut valoriser en matière première, donc ça, c'est un message important, mais qui sont finalement les refus de tri ultimes. Voilà, vous avez dans la filière de recyclage voilà, des systèmes de recyclage qui permettent de faire les séparations. Et vous avez à la fin un certain matériau qui a un certain pouvoir calorifique qu'on n'arrive pas à la date, et c'est le cas encore pour de nombreuses années, à vraiment valoriser dans les filières de recyclage. On peut penser à des morceaux de bois qui contiennent un peu de plastique, des cartons qui contiennent un peu de bois, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce matériau, aujourd'hui, en France, et la réglementation est en train de changer, il est mis en décharge. Donc l'objectif, c'est vraiment de valoriser thermiquement ce matériau qui est aujourd'hui mis en décharge, ce qui permet à la fois d'avoir une alternative à l'utilisation d'énergie fossile, même si dans ce matériau, il y a une composante fossile, donc ça c'est important. Vous avez une composante biogénique et une composante fossile dans ce matériau, mais toujours est-il qu'il viendra en substitution de quelque chose qui est fossile. Et puis, il a la vertu d'éviter effectivement la mise en décharge, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas neutre pour notre belle planète. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, chez nous, ce qui est important de savoir, et je vais peut-être un petit peu compliquer le débat, mais nous avions il y a quelques années, et s'il y a des collègues de Butachimie dans la call, ils se reconnaîtront, nous avions un mix énergétique qui était constitué partiellement de gaz naturel et partiellement d'un fuel qui était en fait un coproduit de la production de nos collègues de Butachimie, qui pour nous était donc un fuel, c'est-à-dire quelque part un produit organique que l'on valorisait thermiquement, qui était pour nous un important vecteur de compétitivité parce que
il était à un coût intéressant et il assurait une bonne compétitivité de nos productions, de nos activités, mais qui était un gros émetteur de CO2. Voilà. Et Butachimie a fait des gros progrès, a fait un très gros projet qui consiste effectivement à améliorer ses rendements réactionnels et avoir moins de ce coproduit pour davantage de produits nobles. Donc c'est en soi voilà, formidable. Mais la conséquence pour nous, c'est que nous allions perdre un combustible qui était, comme je l'ai déjà dit, un vrai vecteur de compétitivité pour l'activité d'Azachimie et qui avait l'inconvénient d'être un gros émetteur de CO2. Et donc l'idée de ce projet, dans son origine, c'était de remplacer ce fuel, gros émetteur de CO2 et gros vecteur de compétitivité, par ce CSR, qui est un gros vecteur de compétitivité pour nous, mais qui est un faible émetteur de CO2. Globalement, si on prend en compte la quantité biogénique, mieux placé que le gaz naturel. Voilà, donc on fait quelque part un double step. On maintient notre compétitivité, on a un mix énergétique qui fait qu'on n'est pas 100% dépendant du gaz naturel, et à la fois par rapport au gaz naturel, on a un gain en matière de décarbonation. Voilà. Alors, je vais peut-être un petit peu vous choquer, mais, mais c'est la façon dont on voit les choses. Autant il est important, ce projet, pour les 15-20 années qui viennent, autant on considère à ce stade que c'est un projet de transition. Parce que quand on aura établi toutes nos feuilles de route de décarbonation, voilà, en matière d'émissions de CO2, ce qui est aujourd'hui un avantage, dans 15 ou 20 ans, ça peut être un inconvénient. C'est-à-dire que ça sera peut-être quelque chose qui sera plus émetteur que nos fuels alternatifs que l'on a mis en place dans le cadre de notre décarbonation. Donc, voilà, c'est un projet pour les 15-20 prochaines années, mais c'est un projet qu'on va certainement faire évoluer à un horizon de 15 ou 20 ans vers quelque chose qui est plus orienté biomasse et produits biogéniques. Tout ça pour dire que voilà, ça montre un petit peu à la fois les enjeux et aussi on s'inscrit dans un temps long. On s'inscrit dans un temps long. Voilà. Donc, Ok. voilà. Et je peux vous illustrer un petit peu, je vais repartager mon écran pour vous montrer quelques photos. Je pense que si je partage cet écran, ça devrait le faire. Vous devez être normalement sur la dernière page de Oui, des ma chiffres, oui. présentation. Mm. Donc, voilà, hein, lorsqu'on parle donc ça, c'est une photo qu'on a prise environ il y a 6 mois, hein, qui est sur notre bâtiment, notre power plant utilité. Cette installation de valorisation de CSR, elle s'installe juste à côté, et pour cause, hein, puisque cette installation va produire de la vapeur, et la vapeur va venir sur notre réseau, hein. Donc, voilà. Donc là, vous avez, si vous voyez ma souris, vous avez l'installation dans une phase assez avancée de construction. À l'arrière, ici, sur la gauche, vous avez toute la partie génie civil. On va stocker ces fameux CSR, hein, environ 3 à 5 jours de capacité de stockage. La partie chaudière, elle est ici, hein. C'est une chaudière assez impressionnante, hein, qui doit faire entre 25 mètres de hauteur, hein, dans lesquelles ces CSR vont être incinérés, donc valorisés thermiquement dans une chaudière qu'on voit dans cette chaudière. Les gaz sont ensuite récupérés dans un échangeur ici. Puis vous avez ici, c'est pas encore fini, à la date où on a pris cette photo, toute l'installation de traitement des fumées. Voilà, on répond aux meilleures techniques disponibles et on est même sur une réglementation, voilà, étant donné que c'est une industrie, c'est une compagnie allemande qui est une réglementation allemande qui est un petit peu plus sévère que la réglementation française. Donc on est sur les meilleures techniques disponibles. Si je reprends cette photo un petit peu plus tard, donc cette photo elle a été prise il y a 3 semaines, hein. Ça vous donne toujours une idée de la dimension. Ce que vous avez derrière, ce sont des grues qui sont sur un autre projet qu'on ne va pas évoquer ici, mais bon, cette grue, elle fait 60 mètres de haut, donc ça vous donne une idée de la hauteur du bâtiment. Donc là, vous voyez bien le silo de stockage, hein, la partie chaudière, et puis on devine le traitement des gaz un petit peu plus derrière. Voilà. Donc, c'est une installation qui va démarrer. Vous avez une autre photo, non, j'ai mis qu'une photo. Vous avez une installation qui va démarrer. Non, si j'ai pas une autre photo, si je me suis pas trompé, non. Qui va démarrer, voilà, au mois de. Voilà, le commissioning va se faire, est en train de démarrer et on pense avoir les premières tonnes en juillet. Voilà.
Donc, c'est, voilà, ça vous donne, donc c'est un investissement de l'ordre de 110 millions d'euros, c'est une donnée publique, hein. Ça vous donne une idée aussi des investissements que l'on doit faire pour se décarboner, hein, parce que Mm. ça, c'est ça l'objectif. Si on devait comparer cette installation à une chaudière gaz naturel équivalente, hein, produisant environ 80 à 90 mégawatts, on serait sur un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros, hein, sur une chaudière gaz naturel, hein. Donc, vous avez 20 millions d'euros d'un côté, une centaine de l'autre. Mais ça, c'est le prix voilà, d'un système forcément plus complexe, à la fois sur la partie valorisation énergétique et également la partie traitement des gaz et des fumées, hein. Donc, ça, c'est important. Mm. Voilà, donc, en conclusion, un projet dont on est très fier, c'est clair, hein. Un projet qui s'inscrit dans un temps long. Mais voilà, si on s'intéresse à une feuille de route de décarbonation jusqu'à 2050, c'est pour nous un projet de transition, hein. Voilà. Je ne doute pas, peut-être pas dans 20 ans, mais dans 20 ou 25, allez, 30 ans, que cette installation, elle va évoluer vers purement biogénique et non pas CSR. La filière, je pense, entre-temps, aura progressé, la filière de tri. Et de toute façon, c'est assez naturellement qu'on ira vers cette évolution technique, je dirais. Merci Frédéric pour ce point-là. C'est vrai que c'est assez impressionnant de replacer les chiffres en perspective, notamment la comparatif entre les 110 millions sur Mm. cet opérateur-là et les 20 millions d'euros sur la chaudière. On voit bien le coût que représente l'investissement dans la décarbonation, mais c'est un passage obligé. Il y a un il y a un deuxième projet sur lequel j'aimerais t'amener à te prononcer, qui est plutôt un projet collectif. Donc là, c'est un projet porté par un industriel en collaboration avec vous. Mais il y a également sur ce territoire avec vous des projets ou un projet en particulier qui est porté au niveau territorial à la fois avec vos partenaires industriels locaux, mais également la collectivité, et en particulier Mulhouse-Alsace Agglomération. Et c'est un projet qui repose sur l'idée de produire de l'hydrogène vert. On en a également vu la trace dans plusieurs articles dans la presse ces derniers mois, avec une première étape qui consisterait en fait à créer un projet et une zone industrielle qu'on appelle une ZIBAC, hein, une zone industrielle bas carbone. Donc, à ma connaissance, les premières études ou les premières réflexions étaient lancées. Même chose, un avis, un retour là-dessus, en quoi ça peut être utile également pour l'industrie, travailler sur des projets collectifs, et là, en l'occurrence, sur un projet d'hydrogène vert. Oui, en fait, ZIBAC, donc tu l'as dit, Alexandre, hein, c'est un acronyme qu'on va, je pense, de plus en plus voilà, entendre dans notre environnement. Euh, donc, ZIBAC, c'est zone industrielle bas carbone. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a effectivement la volonté, on est en train, donc avec l'appui de la M2A, hein, et également de la région, on est en train de lancer ce projet qui suppose effectivement qu'on crée une association. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, il y a quelques aspects administratifs à vouloir gérer, à devoir gérer à côté de la technique, mais je vais vite me focaliser et revenir sur la technique. Donc, c'est vraiment un projet important pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que des IBAC dans le domaine de la chimie, il y en a déjà quelques-unes qui ont été lancées. Il y en- Si vous vous rappelez la carte, hein, il y en a une qui est lancée sur la vallée de la Seine. Voilà, donc il y a une ZIBAC qui s'est créée pour la même raison. Une autre est en cours de montage du côté de Fos, hein, donc la deuxième grande région émettrice de CO2. Et il y en a une troisième du côté de Lac, dans le sud-ouest, qui est en train de se créer également. Et je sais qu'il y a quelques volontés d'en créer une dans notre région du côté de Carlin également. Donc voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vais revenir bien sûr à l'hydrogène, Alexandre, j'oublie pas ta question, mais je voulais redécrire en fait quelque part focaliser un petit peu sur l'écosystème que nous avons sur le territoire, hein, donc que j'appelle Chalampé, Haute-Marsagne, Bansenheim. Le nom de notre ZIBAG, c'est COB 30, hein. COB, ce sont voilà, ça fait référence aux trois communes sur lesquelles est implantée cette zone d'activité. Et puis 30, c'est parce qu'on a un premier objectif à horizon 2030. Mais quand on regarde un petit peu l'écosystème, hein,
On a Alsachimie, il y a Butachimie, on a Borealis en tant que producteur d'ammoniac et d'engrais. Et puis on a sur la zone l'Inde également qui produit de l'hydrogène. Donc en fait, quand on regarde un petit peu, on a un bel écosystème totalement quelque part intégré, hein, puisque pour produire des polyamides, il faut de l'ammoniac, il faut de l'hydrogène, il faut bien sûr d'autres grands intrants. Donc voilà, on a un écosystème hydrogène, ammoniac, intermédiaire du polyamide sur la zone. Voilà. Et quand on regarde bien, pour produire de l'hydrogène aujourd'hui, il faut du gaz nat, hein, c'est l'évaporéformage. Pour produire de l'ammoniac, c'est aussi du gaz nat, la matière première par le même c'est pas le même procédé, mais c'est le même principe de vaporéformage. Bien sûr, il y a une sortie d'engrais côté ammoniac, on ne la sous-estime pas, hein, mais voilà, l'ammoniac est aussi ammoniac et acide nitrique, hein, sont aussi deux gros intrants pour la production chez nous de polyamide, chez nous Alsachimie et Butachimie de polyamide. Et pour produire de polyamide, on utilise du gaz naturel en tant que matière première également et du gaz naturel en tant que chaleur. Voilà. Donc on voit qu'on a vraiment là hydrogène, ammoniac, polyamide, on a un vrai écosystème et on est quelque part totalement intégré. Et on est parti du principe que voilà, les mêmes solutions sont peut-être, je dirais, des solutions possibles pour plusieurs d'entre nous. Et le principe, c'est effectivement de se mettre ensemble pour étudier justement ces grands enjeux. Donc, et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que cet écosystème, l'an dernier, en 2022, au plus gros de la crise énergétique, il a été quand même fortement impacté. Donc ça doit aussi nous faire réfléchir sur notre grande dépendance au gaz naturel. Et quelque part, les enjeux de décarbonation, ils répondent aussi à des enjeux on va dire, de durabilité, de pérennité de nos activités. Voilà. Parce que cette dépendance au gaz nat, elle nous a vraiment fait mal l'an dernier, quoi. Voilà, donc on a des enjeux majeurs. L'hydrogène en est un, donc on ne le sous-estime pas. Euh, voilà, donc l'hydrogène, il y a aujourd'hui deux grandes options, hein, sans rentrer dans le détail des études. Et ça, et après, on peut pas aller, je peux pas ici, bien sûr, aller trop dans le détail des projets, hein, puisque ça touche à certains éléments de confidentialité. Mais globalement, sur l'hydrogène, on se pose deux grandes questions, en fait, deux grandes options, hein, qui sont pas forcément en opposition, qui peuvent être complémentaires. C'est une production locale d'hydrogène enfin d'hydrogène par électrolyse, bien entendu. Donc c'est vraiment une option qui s'étudie. Euh, pour ça, il faut du courant, donc il ne faut pas le négliger. L'un des enjeux clés de la décarbonation, ce sera, notamment dans la chimie, la disponibilité de l'électron. France Chimie, d'une manière générale, a estimé à 7 TWh les quantités qu'il faudrait pour décarboner l'industrie de la chimie. À titre personnel, je pense que ce chiffre est sous-estimé. Peut-être on pourra évoquer ça un petit peu plus tard, mais voilà. Il y a deux grandes options. Il y a soit de l'hydrogène décarboné, il faut du courant, et il faut bien sûr un business model qui tienne la route. Donc, c'est ce qu'on est en train globalement d'étudier. Et puis, vous avez également, et vous en avez sans doute entendu parler, une autre option qui est le pipe hydrogène, hein. Vous avez les projets Rhine dans notre région, le projet Hyphen qui consiste à remonter de l'hydrogène depuis le sud de la France jusque ici et plus tard vers l'Allemagne. Donc, voilà, ce projet, il passe par la région, donc il faut aussi qu'on soit bien en situation de pouvoir bien tirer les opportunités d'un tel projet pour nous. Voilà, et puis il y a une future connexion avec l'Espagne, hein, ça a été publié dans la presse avec le projet Méditerranée hein, qui permettrait de remonter un pipe entre Barcelone et Marseille. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que sur cet exemple de l'hydrogène, on touche du doigt le fait qu'on a intérêt à réfléchir ensemble et collectivement, hein, parce que les gros utilisateurs d'hydrogène aujourd'hui, ils ne sont pas uniques sur la plateforme, il y en a plusieurs, et il y a forcément des synergies à tirer, quelles que soient les options finalement retenues, il y aura vraiment des synergies à tirer. Donc ça, c'est un premier volet, Alexandre, tu l'as cité, je voudrais juste parler des deux autres volets rapidement qu'on est en train d'étudier aussi dans le cadre de cette approche d'e-bike qui démarre, hein. Ce sont des projets de rupture. Vous avez tout ce qui est
utilisation de biogaz, achat de biogaz, on a parlé de CSR, hein, c'est en partie de l'énergie décarbonée, comme je l'ai dit, mais vous avez toute la partie biomasse, vous avez la partie chaleur fatale décarbonée. Pourquoi pas produire du biogaz chez nous par je dirais, voilà, des technologies de méthanisation avancées, on va dire. On étudie également cette piste-là. Et puis, vous avez un autre volet qui est important, c'est tout ce qui est capture carbone, hein, CSS, hein, donc capture et stockage carbone. Alors, par rapport à la vallée de la Seine, on est très mal placé, bien sûr, hein, puisqu'on n'est pas près, on est loin de la mer. Cela étant dit, c'est un projet qui peut tenir la route, notamment si on mutualise à la fois nos besoins et on mutualise nos ressources pour les solutions techniques, hein. Voilà. Donc, au travers de ces quelques exemples, je voudrais juste, voilà, quelque part faire la promotion de cette approche d'IBAC, hein. C'est pour nous quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va nous aider à mettre en œuvre et à prioriser et à choisir nos projets de rupture, hein. Voilà. Là, on parle de projets vraisemblablement de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, il s'agit de ne pas se tromper et il s'agit de partir en collectif, hein, parce que voilà, plus on est nombreux, mieux on se porte, hein. Voilà, je voulais juste rappeler que le nerf de la guerre, ça sera certainement la disponibilité d'électricité. C'est très clair. Euh, on aura besoin voilà, pour se décarboner, que ça soit électrification des procédés, enfin, ou d'autres, on aura besoin de toute façon de beaucoup d'électricité. Euh, voilà, je voulais juste. On évoque également la partie CCU, hein, c'est-à-dire réutilisation du CO2 pour faire des e-fuels ou du SAF, hein, donc le carburant durable pour l'aviation. Euh, j'ai juste un chiffre qui moi, m'a totalement éclairé et surpris, hein. Pour produire 200 000 tonnes de e-fuel, il faut environ donc e-fuel totalement de e-fuel, hein, c'est-à-dire avec effectivement hydrogène produit par électrolyse plus CO2 bio. Il faut environ 230 mégawatts, hein. Donc voilà, 200 000 tonnes, 230 mégawatts. Et 200 000 tonnes, ça permet de faire circuler 4 ferries entre la Corse et le continent. Et pour ça, il faut 2 TWh, hein. Parce que 230 mégawatts, ça fait autour de 2 TWh. Donc 2 TWh électriques, ça permet de faire circuler 4 ferries entre la Corse et le continent. Un EPR, c'est 12 TWh, hein. Ça vous donne un ordre de grandeur. Voilà. Avec un sixième d'EPR, vous faites circuler 4 ferries. Voilà. Ça donne une idée des besoins électriques qu'on va avoir dans le futur. Voilà, donc bien sûr, il y a d'autres moyens de produire du biocarburant, hein. Il y a le moyen par bio, hein, et la chimie propose des solutions par rapport à ça, mais pour tout ce qui est enfin pas biocarburant, mais e-carburant, qui est aussi effectivement vertueux, voilà à peu près les ordres de grandeur, hein. Donc je pense que voilà, on aura besoin d'énergie électrique dans les 20 ans qui viennent, et beaucoup. Merci Frédéric. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, et utile, je pense, de replacer un peu ces éléments en tête. On parle beaucoup d'hydrogène, mais sans forcément penser toujours aux besoins énergétiques qui sont nécessaires pour le produire, en tout cas par électrolyse, ici l'hydrogène vert. On arrive un peu au bout de notre timing. Je voulais juste mentionner une autre option avant de passer sur les questions qu'on ne pourra pas évoquer maintenant pour des raisons de temps, mais qu'on pourra évoquer dans un deuxième temps ou à Oui. un autre moment. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rappeler sur l'utilisation de la chaleur fatale, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure, Frédéric, qui permet également à des industriels, d'une part, de contribuer, d'injecter de la chaleur dans un réseau de chaleur. Et là aussi, M2A, vous l'avez vu, a décidé a voté en tout cas l'extension de son réseau de chaleur. Et c'est une chaleur qui permet également de décarboner d'autres industriels en partie, alors certes aussi les habitats des collectifs, mais aussi les industriels, en utilisant la chaleur fatale d'autres entreprises qui sont déjà installées sur le territoire. Alors, moi, j'ai relevé 3 questions, en tout cas, qui sont apparues dans le chat. Donc, je vais vous les partager pour intervention. Là, je retrouve la première, si ça vous convient. Alors, on a une question de M. Antunes. Alors, je ne sais pas si c'est bien prononcé,
qui voulait revenir, alors je lis, sur la question du traitement CSR. Alors c'est un peu technique, hein, je me lance. La question est la suivante. Quel est le principe de traitement de ces déchets? Est-ce que c'est de la méthanisation, de la pyrogazéification ou de la gazéification hydrothermale? Voilà, je t'adresse la question. Je ne sais pas Oui, si... oui. Alors, Olivier. c'est aucun de tout ça, hein. Donc, les deux procédés, hein, donc pyrogazéification ou gazéification hydrothermale, sont des procédés qu'on veut étudier dans le cadre de notre approche ZIBAC sur d'autres flux en fait d'organique, qui sont des flux internes, qu'aujourd'hui on valorise thermiquement dans un incinérateur et que demain on voudrait retransformer on va dire en gaz, hein. Le CSR, c'est un traitement beaucoup plus simple, hein. Il s'agit de refus de tri. Donc, ce qui est important, c'est de bien conditionner ce tri. Mais là, on est dans une démarche de tri de déchets, hein, soyons très clairs. Et ensuite, de les amener avec le bon pouvoir calorifique. C'est toute la science de BET, hein. C'est d'être en situation de remplir sa chaudière, d'alimenter sa chaudière avec des flux qui sont issus de refus de tri et qui sont des flux, voilà, des flux qui sont assez constants en pouvoir calorifique. Mais on est sur un traitement de valorisation thermique directe, hein, par incinération. Ok, merci. J'avais une autre question dans le fil. Alors, c'est un peu technique, mais je la pose quand même également. Concernant en fait le projet, donc toujours de CSR, la question est la suivante. Comment a été monté le dossier pour subventionner le surcoût de l'incinérateur CSR? Donc, la partie de financement public, État, région, ADEME, pour cofinancer ce projet. C'est une question, il est difficile d'y répondre. Je préférerais que ça soit BET, hein, puisque c'est BET le porteur du projet, qui réponde. Il a demandé effectivement, aujourd'hui, il est plus sur un retour lié au certificat d'économie d'énergie, en fait, au C2E, hein. Voilà. Il avait un business plan qui globalement tenait la route sans subvention et ce projet n'a pas été subventionné. Oui, enfin, je confirme, hein, effectivement, il n'y Mm. a pas eu d'injection de fonds directement, en tout cas au titre public. Oui. Euh, Avant-dernière question de Martin Sels. Est-ce que vous avez réfléchi à intégrer dans le projet ZIBAC d'autres acteurs comme les ports de Mulhouse-Rhin, le port de Chalampé, enfin voilà, les ports de Mulhouse-Rhin, comme on dit au sens large. Est-ce que les ports sont partie prenante ou seraient partie prenante de ce projet de ZIBAC? Oui, alors dans la structure initiale, les porteurs du projet sont les 6 industriels sur la plateforme, hein. On va dire les 5 industriels plus GRT Gaz, ce sont on va dire les membres fondateurs. Après, on a vocation à s'ouvrir. On a déjà eu une discussion avec le port, hein. Donc, on a prévu dans nos statuts la possibilité d'élargissement et le port est un partenaire important puisqu'il est situé à quelques, je dirais, kilomètres, hein. Mais on envisage même d'aller plus loin. On envisage même, par exemple, sur de la valorisation de CO2, des partenariats avec d'autres industriels qui ne sont pas de la chimie. Mais à partir du moment où il y a dans l'écosystème quelque chose qui fait sens, pourquoi pas, hein. On est en discussion, notamment, je pense que c'est pas confidentiel avec la cimenterie d'Alkirch pour tout ce qui est traitement CO2. À partir Oui, du moment où on met en place une installation, bah finalement, voilà, profitons au maximum des effets pardon, de synergie. ok. Bon, Donc intéressant. oui, on a vraiment vocation à s'ouvrir et s'il y a des candidats autour du téléphone qui sont pas très loin, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait une logique géographique, hein, parce que sinon ça perdrait du Ouais. sens. On est très ouvert, on est très ouvert à pouvoir discuter de ça, hein, bien sûr. Ouais. Appel à candidature. Voilà. Et je me permets une dernière question pour qu'on reste un peu dans le timing quand même. Euh, alors un peu de débat, hein, sur le nucléaire. Quid du nucléaire pour l'énergie bas carbone? Moi, je pense que c'est aussi en lien sur la question de la fourniture énergétique pour l'électrolyseur, pour l'hydrogène vert. Mm. Voilà, donc je pense que c'est un peu le débat qu'on a connu ces dernières semaines et ces derniers mois autour de l'hydrogène jaune, gris, vert. Les Allemands considèrent que l'énergie nucléaire n'est pas verte. Nous, on considère que l'énergie nucléaire est décarbonée, donc elle est un peu verte quand même. Bon,
voilà, c'est une question un peu large, hein, sans rentrer dans un débat trop long, mais bon, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ou si on C'est peut répondre à ça. forcément, enfin, je veux dire, on partage les mêmes, voilà, les mêmes, on va dire les mêmes points de vigilance, les mêmes doutes, bien sûr. C'est un élément de clarification important qu'il faudra avoir assez rapidement, hein, avant, parce que ça fait partie quand même des grandes options. Je peux simplement dire, mais je pense que tout le monde sera d'accord autour du téléphone, hein, c'est de dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, la, la chance d'avoir des capacités, je dirais, de production d'électricité avec des facteurs d'émission carbone qui sont quand même relativement bas. Euh, c'est très certainement source de beaucoup d'opportunités pour notre industrie, hein. Donc, à nous, collectivement, mais c'est très large de savoir capitaliser là-dessus, hein. Je souhaite que ça puisse être le cas, hein, bien évidemment. Quand on regarde les quantités d'électricité dont on aura besoin, enfin, les enjeux paraissent colossaux et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, je pense. Bon, ben merci. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment Frédéric. Merci Alexandre pour l'animation et à vous tous pour votre écoute et votre participation. Ouais. À bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit, pour de nouveaux webinaires. Et voilà, bonne chance dans vos projets à tous et on reste à votre service pour vous accompagner. Merci Frédéric. Bonne journée. Merci à vous tous, merci de votre écoute et merci de votre patience, bien sûr. À très bientôt. Et on vous envoie par mail le lien vers le webinaire pour le réécouter si vous le souhaitez. Merci à tout le monde. Merci.